Cette partie des MOOC électronique analogique 2 sur les transistors MOSFET va aborder la dernière section, notamment sur les premiers modèles. Donc l'objectif pour vous dans cette section va être de connaître les premiers modèles qui donnent les principaux paramètres liés aux performances en venant du numérique également vers l'analogique. Donc il faudra pour vous de connaître les paramètres essentiels des transistors MOSFET suivant les types de conductivité entre les transistors NMOS et PMOS en fonction des différents modes opératoires. Et ceci en lien à la construction des caractéristiques IV que nous avons déjà décrites ensemble. Ensuite, le second point important est de savoir utiliser les modèles de base en courant, à la fois pour décrire les modes off et les modes on pour la commutation, ainsi que les modes linéaires et saturés pour aller vers le modèle petit signal en analogique. Donc, nous avons maintenant pour le sommaire de cette dernière section la section 3.1 qui va aborder la spécificité des modèles SPICE avec les paramètres principaux d'essai et les gains en fonction des caractéristiques en courant. Ensuite, dans la section 3.2, nous présenterons typiquement le modèle petit signal vers le fonctionnement analogique. Et ensuite, nous conclurons en réabordant les paramètres que nous avions introduits dans l'introduction, c'est-à-dire les notions de puissance, notamment statique, DC, et dynamique, AC, avant de conclure cette partie sur les transistors MOSFET. Commençons la section 3.1 par la description des modèles SPICE, notamment à l'aide des paramètres DC et les gains que nous allons définir. Tout d'abord, le premier niveau, le modèle le plus simple par rapport au mode linéaire, c'est-à-dire où on se rappelle que VDS est faible, notamment inférieur à la tension VDSAT. Le courant maintenant en première approximation avait été donné comme la mobilité que maintenant nous allons écrire U0 dans les paramètres connus SPICE, multiplié par Cox', c'est-à-dire la capacité par unité de surface, le ratio des géométries WG sur LG, ainsi que maintenant les tensions en VGS moins VT0 multipliées par VDS. Donc là, dans le modèle SPICE, VT0 est indifféremment la tension de seuil définie pour le paramètre transistor. Vous voyez à droite ici la caractéristique du courant de drain en fonction de VGS dans le cas idéal et dans le cas réel où la tension VDS doit être inférieure à la tension de saturation. Maintenant, le premier gain que vous observez va être en dérivant cette courbe IDS de VGS, la dérivée premier ordre donnant pour un VD constant le terme ici théorique de μn Cox' par W sur LG VDS. Donc vous constatez que ce terme-là, étant la dérivée par rapport à VGS, devrait être constant, c'est-à-dire ici, selon le cas idéal, simplement à partir de VT, d'obtenir ce maximum de transconductance. Or, ce n'est pas le cas quand on regarde la dérivée, puisque nous allons avoir une réduction de la mobilité qui montre que la transconductance, le gain, va rapidement chuter pour les fortes tensions de grille VG. Ça traduit d'abord l'influence du champ vertical, puisque VG augmentant, le champ vertical va réduire la mobilité, qu'il va falloir prendre en compte dans les modèles ultérieurs que nous ne décrirons pas ici. C'est notamment le niveau 3 au niveau du SPICE. Nous pouvons maintenant, dans le cas petit b, exprimer la transconductance pour le mode saturé. On se rappelle que le courant IDSAT pour VD S supérieur ou égal à VDSAT a une forme quadratique en VGS moins VT0 carré avec le préfacteur géométrique. Si l'on fait la dérivée par rapport à VGS, qui est la définition de la transconductance, vous allez obtenir le préfacteur de géométrie, μn Cox W sur L, multiplié par VGS moins VT0 sur alpha n. Donc là, en observant tout simplement l'expression du courant IDSAT, si vous passez à la racine carrée de IDSAT, vous voyez qu'on va pouvoir avoir une égalité entre GM et le racine carrée de IDSAT. On peut observer cela à travers le tracé des courbes de IDSAT ici à droite et de la dérivée GMSAT, en fonction ici à gauche de cette courbe IDSAT puissance 1,5. Où vous observez que vous avez l'équivalence directe entre IDSAT puissance 1,5, les carrés rouges, par rapport à la transconductance, les cercles bleus ici, pour ce mode. Ce qui fait qu'après, l'augmentation de la tension VGS va faire la réduction de la mobilité, d'où la divergence entre les courbes. Donc dans ce cas-là, on observe bien la similarité entre l'expression de GM et une forme connue où on va pouvoir exprimer en 2 μn Cox W sur L
multiplié par IDSAT, le tout puissance 1,5, ce qui donne une égalité directement à 2 fois la valeur de IDSAT sur l'overdrive, c'est-à-dire VG moins VT0, ce qui fait l'expression 12. Donc ce qu'on peut retenir en mode de saturation, la transconductance ici va pouvoir être utilisée aussi comme une source de courant, puisque la transconductance étant le D de ID sur D de VGS, vous avez un terme ici GM-VGS qui va être équivalent à une source de courant en D de IDS. En plus, en saturation, eh bien, nous aurons un fort effet de la variation de la mobilité, dont on ne va pas trop discuter dans ce cours, mais qui va aussi traduire avec le VDS la réduction de la tension de seuil, qui est aussi à prendre en compte dans les modèles SPICE ultérieurs. Passons maintenant à un autre facteur de gain, utilisé à la fois en analogique et en numérique, par rapport à VDS qui devient variable, notamment ici du mode linéaire à saturé. Vous observez à droite la caractéristique en mode saturé, c'est-à-dire VDS est la première variable, VGS la seconde variable, pour ici un transistor NMOS de technologie 0,35 microns avec une tension 3,3 V. L'expression du courant en linéaire fait apparaître la dépendance ici avec VDS, avec deux termes, en VGS moins VT0 VDS, moins le terme correctif en moins alpha n sur 2 VDS carré. Si l'on fait la conductance, ça va être la dérivée première par rapport à VDS quand VGS va être constant. Si l'on est en régime linéaire, vous observez que cette conductance va être le terme géométrique mu n cox W sur L multiplié par VG moins VT0 moins alpha n VDS. Ce qui permet d'observer avec la courbe qui est en bas à droite, que la conductance étant la dérivée, vous allez avoir essentiellement des valeurs non nulles pour le mode linéaire, et que de façon idéale, la conductance GD va tendre pour VDS supérieur à VDSAT vers une valeur nulle, ce qui va donner, en fin de compte, dans le mode de fonctionnement de la source de courant ici pilotée en VGS, comme on a vu dans la section précédente, que le cas théorique idéal fait que la conductance ici G de D va tendre vers 0 quand on n'a pas d'effet canal court, pour un cas de source de courant idéal. Donc ça nous permet de retrouver ici par la conductance en mode linéaire venant de la première région de fonctionnement pour différents VGS, l'expression de VDSAT, puisque vous constatez que quand GD tend vers 0, ça va vous donner la valeur de VDS pour VDSAT qui est directement VGS moins VT0 sur alpha n. Donc toujours pareil, dans le premier niveau des modélisations ici, cette transconductance GM ou cette conductance ici G de D peut être considérée pour le premier niveau avec alpha n égale 1, ou si on veut avancer sur les effets parasites, et notamment avec l'effet du dopage, eh bien ça va être de considérer la valeur de alpha n. Nous pouvons maintenant décrire un effet connu de la conductance de sortie en mode de saturation, notamment par rapport à l'effet de la réduction de la longueur du transistor, puisque nous allons observer un effet de non-saturation qui est lié à cet effet qu'on appelle effet canal court, ou SCE en anglais, qui va être lié, comme vous l'observez ici à droite, à la modulation de la longueur effective. Pourquoi? Parce que nous sommes à forte saturation. Quand vous allez augmenter la tension de drain, VD supérieur à VDSAT, pour la tension de grille supérieure ou égale à la tension de seuil, et bien là vous vous rappelez que la zone de charge espace de la diode P plus N ici va s'augmenter jusqu'à sa valeur maximum, ce qui va moduler d'une quantité delta L la longueur effective du courant d'électrons. Dans ce cas, c'est un effet qui est connu comme l'effet de la modulation de la longueur effective qui conduit à une augmentation du courant de saturation. Comment on va traiter cet effet? Par un terme ici qu'on va appeler le paramètre lambda dans le modèle SPICE de la modélisation, qui est en volt-1, où vous constatez ici entre deux transistors, un qui est canal relativement long, c'est-à-dire 100 nanomètres, par rapport à un transistor canal court de 40 nanomètres, où là vous voyez l'augmentation très forte du courant saturé au fur et à mesure où vous augmentez ici VDS, et notamment de plus en plus fort avec VGS. Donc ce terme en lambda, on va pouvoir l'obtenir par extrapolation des caractéristiques directement non saturées en fonction de la courbidée de VDS, jusqu'à l'intersection ici pour Y égale 0, qui va nous donner pour une tension négative ici le terme en moins 1 sur lambda, c'est-à-dire ici un lambda de 0,571, car dans ce cas, vous observez que ce courant IDSAT va être maintenant
exprimé fonction du IDSAT 0, c'est-à-dire que vous connaissez en MuNCox W sur L, en fonction du VG-VT 0 carré sur 2 alpha n, avec le terme 1 plus lambda VDS ici, hein, avec ce terme lambda qui va être, dans le cas de la technologie bipolaire connue comme une tension Early, qui est VA égale 1 sur lambda, puisque ça va nous donner cette valeur ici à peu près de moins 2 volts, de 2 volts pour VA. Et ici, de la même façon, avec la pente qui est la conductance, le terme en 1 sur G2D, c'est-à-dire que ça nous permet d'obtenir la résistance de sortie R0 dans le cas où la conductance de sortie en saturation devient un terme non nul. Et donc dans notre cas, pour le transistor MOSFET, ça va traduire un effet très connu de l'effet canal court lié à la miniaturisation et la réduction de la longueur effective, comme cet effet de modulation de longueur, comme LF égale LG moins delta L, avec ce delta L de modulation. Bien, maintenant nous pouvons résumer les principaux paramètres que nous avons définis au cours de cette section 3 avec les modèles SPICE, notamment ici en termes du premier niveau, les paramètres géométriques par rapport ici au schéma que vous voyez à droite d'un transistor NMOS avancé, hein, de longueur ici effective LF, c'est-à-dire diffusion N+ sur substrat P, avec les polarisations habituelles VDS-VGS. Donc le premier paramètre, qui est un paramètre qui s'appelle TPG, qui définit la nature du matériau utilisé pour la grille en polysilicium ou en métal, donc ça donne les valeurs de TPG. Vous avez TOX pour l'épaisseur d'oxyde de grille, les longueurs et largeurs dessinées LGWG, ainsi que les longueurs et largeurs effectives. Dans ce cas, nous allons aussi aborder les longueurs de diffusion LD et WD, ainsi que la profondeur de jonction SD pour les diffusions N+, de source et drain. De même, nous avons les paramètres électriques que nous avons définis ensemble, c'est-à-dire la tension de seuil VT0, typiquement qui va être caractérisée pour le canal long et pour transistor large, en ne regardant pas l'effet de VB qui sera traité ultérieurement, ainsi que la mobilité faible champ qu'on a définie comme U0, hein, qui est μN pour les canaux N, μP pour les canaux P, ainsi que l'influence du dopage du substrat ici comme N sub, qui pourra être égal à NA accepteur ou ND donneur dans le cas NMOS ou PMOS. Finalement, nous avons vu le terme en lambda ici qui permet de définir la conductance non nulle en sortie qui va être liée à la résistance de sortie R0 qui vient du mécanisme de la modulation de la longueur effective quand on passe d'un canal long à un canal court, et ceci défini à l'aide du paramètre de conductance. Les autres paramètres ici qui sont grisés seront traités plus tard, notamment en 4e année à l'ICEN. Passons dans la section 3.2 à l'élaboration du modèle petit signal pour le transistor en fonctionnement analogique. Vous savez qu'une polarisation statique, ou DC, c'est une tension constante indépendamment du temps de fonctionnement. Donc on va appeler maintenant le courant IDS statique en majuscule en fonction du point de polarisation VGS-VDS en majuscule. Ça va nous indiquer ici le point A de fonctionnement de la courbe à droite. Maintenant, quand on va passer au régime dynamique de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va avoir un signal sinusoïdal en entrée qui va être amplifié en sortie, comme VDS, au drain du transistor. Donc pour cela, on va indiquer les paramètres modulés en minuscules, comme VGS, VDS pour la tension totale par rapport à la grille et au drain, mais ici comme la somme d'une composante statique plus la composante modulée en minuscules. Donc quand on va faire fonctionner le transistor en mode amplificateur, cela va consister tout simplement à appliquer sur la grille du transistor cette juxtaposition de la tension continue VGS majuscule et une tension sinusoïdale petit VGS, comme le montre la figure à droite. Donc vous observez que qu'est-ce qui est important également pour l'amplification, c'est le terme de transconductance qui va pouvoir transférer par rapport à VGS la caractéristique que l'on aura en sortie en IDS. Plus vous aurez une pente importante, plus la modulation du courant ID en sortie va être importante. Donc on va pouvoir voir ça simplement avec les transparents suivants, notamment en déterminant le gain en tension. Donc avec ces appellations ici, maintenant, vous
pouvez voir que le courant IDS, on va simplifier son expression en considérant le terme alpha n égale à 1, et puis par exemple le terme de modulation de LF lambda est égal à 0, ce qui nous fera le point de polarisation IDS total en fonction de VGS pour VDS, pour le mode saturé. Et si nous réalisons ici une extension en série de Taylor autour du point A DC, vous constatez que vous allez avoir les termes de premier ordre, en D2IDS sur D2VGS, VGS, plus le 1,5 de D2 dérivée seconde de IDS par rapport à VGS carré, par rapport au thème en VGS carré, ici. Donc cette variation ici, au premier ordre, vous indique que on va pouvoir faire apparaître la transconductance GM par rapport à VGS minuscule modulé, plus ce troisième terme en 1,5 de dérivée seconde, qui lui, en fait, est un terme proportionnel à VGS carré, en fait, qui n'est pas désirable pour ce terme, car il représente une distorsion non linéaire du signal en sortie. Donc, pour la condition où VGS modulé va être très petit devant le terme en 2 VGS moins VT0 de l'overdrive statique indiqué sur la courbe, eh bien on va pouvoir garantir la nature petit signal de notre mode d'amplification dans ce cas. Ce qui fait que le courant en sortie IDS total va pouvoir être exprimé comme le IDS statique plus la transconductance GM multipliée par le VGS modulé, ce qui nous donne cette expression 16 de ce transparent. Avec ces paramètres définis précédemment, nous allons élaborer pas à pas le modèle petit signal. Tout d'abord dans le cadre du modèle large signal, c'est-à-dire qui correspond aux polarisations statiques DC ou l'utilisation à très basse fréquence. Là, vous avez la schématique représentant le transistor en mode de saturation, qui est une source de courant ici qui fournit IDS, en parallèle à une résistance de sortie, qui est en fait l'inverse de la conductance, ou, comme on a vu précédemment, à la tension d'Early, VA sur IDS. Donc pour les polarisations statiques, nous avons en entrée VGS polarisé en plus-moins, tel que VGS supérieur ou égal à VT0. Nous n'avons pas de courant ici délivré à la grille. Pourquoi? Parce que nous avons une structure métal-oxyde semi-conducteur. L'oxyde est théoriquement et de façon idéale un isolant tel que le courant de grille doit être idéalement nul. Et de la même façon, nous allons obtenir le courant IDS à droite, fourni par la polarisation VDS orientée plus-moins, tel que pour VDS supérieur ou égal à VGS moins VT0 sur alpha n, nous sommes en régime de saturation. Si on passe l'étape suivante, c'est-à-dire pour le fonctionnement petit signal où le courant modulé à la sortie petit IDS, c'est le IDS statique plus le GM VGS modulé, on va retrouver le modèle petit signal utilisé en AC et à haute fréquence, avec cette fois-ci le VGS modulé en entrée de la grille. On retrouve le terme de source de courant GM de VGS, comme on a vu avec le terme en gain de transconductance, qui va être en parallèle à la résistance de sortie R0, qui est égale également à 1 sur G de D, ce qui nous fait fournir le courant IDS modulé, comme le IDS statique, plus le ID modulé au niveau du drain, c'est-à-dire pour la polarisation VDS supérieure ou égale à VGS modulé moins VT0 sur alpha n. Avançons maintenant dans la modélisation petit signal du transistor NMOS polarisé en régime dynamique, c'est-à-dire AC et haute fréquence. Vous constatez à droite que le transistor NMOS va être polarisé avec la juxtaposition d'une composante DC, ici indiquée avec le slide 9 en lettres majuscules, ainsi que la modulation en fonction du temps, les petits VGS et petits VDS au niveau du drain. Nous sommes en régime saturé, c'est-à-dire que le VDS statique doit être supérieur à VGS moins VT0. Donc vous observez sur la schématique ici, petit signal, que la résistance de charge RD, déjà au niveau du point statique, va entraîner une chute de potentiel telle que VDS égale VDD moins RDIDS, et que nous allons avoir maintenant dans cette modélisation à devoir tenir compte de la résistance de charge RD, ici en rouge, en parallèle à la résistance de sortie R0, sachant que l'ensemble est en parallèle par rapport à la source de courant ici, GM-VGS, VGS étant le signal d'entrée modulé, ici en fonction du temps.
Donc l'amplification que vous avez observée sur la caractéristique du transparent précédent va être obtenue au niveau du courant IDS, ici en minuscule, hein, sachant que la tension ici au point VD modulée, donc V petit indice D, est obtenue pour VGS moins VT0 modulé sur alpha N. Dans ce cas, nous pouvons écrire que, avec toutes les dénominations données au slide numéro 9, la tension VDS modulée va être le VDD statique moins RD-IDS modulé, c'est-à-dire en remplaçant le IDS modulé, c'est-à-dire IDS statique plus ID, vous observez que le VDS à la sortie du transistor va être le VDS statique moins le RD-ID modulé. Ensuite, la tension modulée VD va pouvoir être obtenue comme le moins IDRD, c'est-à-dire en remplaçant ici ID par le moins GMVGS multiplié par la résistance au drain de charge. Le signe moins vient de quoi? Ça nous indique tout simplement que le signal de sortie est déphasé de 180 degrés par rapport au signal d'entrée dans ce mode d'amplification. Donc le gain en tension AV va être obtenu comme par équivalence au moins GM par rapport à RD en parallèle à R0, c'est-à-dire dans notre cas, comme R0 du transistor est très très grand par rapport à la résistance de charge, on va pouvoir simplifier simplement le gain en tension comme le VD modulé sur VGS d'entrée, c'est-à-dire le moins GM RD, ce qui nous donne le gain en tension du modèle petit signal de ce transistor en mode amplificateur. Venons-en maintenant à la dernière partie de cette section 3, notamment sur cette sous-section 3.3 où nous allons retraiter des puissances statiques et dynamiques. Ceci va nous permettre de reboucler avec l'introduction de ce paramètre que nous avons discuté dans l'introduction générale sur le dernier transparent. Donc commençons tout d'abord par la consommation statique ou DC. Elle est directement liée au point de polarisation, on va dire à l'état haut, quand on est à VGS égale 0. C'est-à-dire qu'il va être caractérisé, ce point statique, comme le courant de fuite pour VGS égale 0 et VDS égale VDD. Regardez ici la courbe qui est au centre. Nous avons tracé les transistors PMOS et NMOS en courant sous seuil pour deux polarisations de drain de mesure, c'est-à-dire 100 mV et la tension VD mesure égale VDD. Vous constatez que les caractéristiques sont nettement augmentées vis-à-vis du courant à VG égale 0, puisque nous l'avons tracé ici par rapport à la référence de tension en 0 volts, pour ces dispositifs qui sont de 0,14 microns. C'est ici d'une technologie low power, C40. Donc vous constatez ici qu'on a à peu près, pas tout à fait quand même, le même niveau de courant de fuite pour le NMOS et le PMOS. Donc ici, un des paramètres qui va jouer sur ce courant de fuite I-off, normalement qui doit être le plus faible possible pour une technologie pour avoir les meilleures performances, c'est-à-dire la plus faible consommation statique, c'est de voir que sur une technologie donnée, si on jouait sur le design de plusieurs motifs, de plusieurs transistors, quand la longueur est variable, comme vous voyez ici à droite, les mêmes types de courbes sous seuil en fonction de la tension de grille VGS en saturation, pour des longueurs entre 10 microns jusqu'à 35 nanomètres, c'est-à-dire canal très très court, vous voyez que le courant de fuite IOF pour VG égale 0 va prendre 3 ordres de grandeur, c'est-à-dire va être multiplié par 1000. Donc ce courant de fuite ici pour la consommation statique va être à considérer tel que le PDC, on va l'appeler comme le I-off du transistor N multiplié par VDD, de même pour le transistor P comme I-off de P multiplié par VDD. Ce qui fait que si nous passons, on va dire, sur une porte comme on a vu dans la section 1.3, une cellule CMOS où vous ajoutez un transistor NMOS signal et un transistor PMOS pour les tâches de charge, et bien on va prendre la valeur moyenne du courant de fuite, ce qui fait que le PDC par porte va devenir 1,5 de I-off de N multiplié par VDD plus I-off de P multiplié par VDD. Ce qui fait qu'en fait, on est lié à la valeur du courant moyen I-off, qui peut quand même être
distinguer, notamment quand on observe une dissymétrie au niveau de la fuite entre le transistor NMOS et PMOS qui se comporterait de façon dissymétrique. Finalement, maintenant, si on extrapole à un bloc de N transistors qui sera dans l'état off, c'est-à-dire en entrée de leur grille à Vin égale 0 pour des blocs de N ports, et ben on va pouvoir considérer que pour ces N ports, le bloc au total aura N fois I off moyen par VDD comme contribution à la consommation statique, PDC. Tournons-nous maintenant vers l'expression de la puissance dynamique pour terminer cette partie. On se rappelle que la puissance dynamique est directement liée aux performances en fréquence, la fréquence de fonctionnement FAC, qui elle-même est inversement proportionnelle au temps de commutation par porte qui va dépendre du maximum de courant que va pouvoir délivrer la porte. Si l'on compare dans la courbe à droite la puissance dynamique active power par rapport à la puissance statique, il est intéressant de voir que à partir des technologies 0,8 microns, 0,5 microns, c'était la puissance dynamique qui était prépondérante comme le terme le plus important, puisque les fréquences étaient déjà plus élevées alors que le niveau de courant de fuite était très faible, du genre du pico ou 0,1 picoampère. Maintenant, au fur et à mesure de la miniaturisation des circuits et de l'intégration, au-delà des 100 nanomètres et en dessous 90 nanomètres vers les technos 65 nanomètres, eh bien c'est la puissance dynamique qui est devenue prépondérante. Pourquoi? Parce que la fréquence d'oscillation est devenue beaucoup plus importante, même si le gain en fréquence, au fur et à mesure des intégrations d'une technologie à l'autre, est plus faible par rapport à l'évolution des courants de fuite. Donc il est important de pouvoir quantifier la puissance dynamique. Ça va être la fréquence de fonctionnement multipliée côté du transistor NMOS, c'est-à-dire la capacité COX de N multipliée par VDD, plus côté du transistor PMOS, COX de P multiplié par VDD. Prenons l'exemple de la cellule inverseuse CMOS que vous voyez ici à droite. Vous vous rappelez que vous avez un transistor NMOS signal, un transistor PMOS pour les tâches de charge. Vous avez la grille en entrée commune avec le potentiel Vin comme un pulse qui va pulser de l'état bas vers l'état haut, alors qu'à la sortie, vous aurez à l'inverse le signal Vout qui va pulser de l'état haut vers l'état bas. Donc en fait, notre cellule est équivalente à deux capacités en parallèle, COX de N et COX de P, en fonction du chemin de polarisation entre la tension d'alimentation VDD et la masse, vis-à-vis de la sortie Vout. Ce qui fait qu'on peut exprimer donc la puissance dynamique, finalement, comme FAC COX' par unité de surface, avec en facteur WLNN plus WPLP, qui sont les aires des transistors, multipliés par VDD. Là, je vous rappelle ici simplement les valeurs de la capacité par unité de surface, en tenant compte de la constante diélectrique de l'oxyde, ici pour SiO2. Ce qui fait que dans notre cas de cette porte CMOS, pour un nœud CMOS de technologie, donc de longueur LG qui va être la même dessinée côté NMOS et côté PMOS, sachant que ça sera le W qui va pouvoir être optimisé suivant la nature des cellules, et si on veut optimiser en performance en vitesse, eh ben on va mettre LG en facteur, et vous voyez que la consommation dynamique sera FAC COX' multiplié par LG, avec la somme des largeurs multipliée par VDD. Maintenant, pour le besoin d'extrapoler à un bloc, par exemple, de N ports, supposons que ces N ports soient en parallèle, eh bien, nous allons voir que cette puissance dynamique sera N fois la puissance dynamique par porte, ici CMOS, ce qui fait que nous aurons FAC N fois COX'(LG) avec la somme des largeurs de transistors multipliée par VDD, ce qui fait ici cette expression 22 pour déterminer cette partie sur la puissance dynamique. Ainsi, la puissance totale pour une techno donnée, c'est-à-dire pour un nœud technologique LG, sera à sommer les deux contributions, c'est-à-dire la puissance statique plus la puissance dynamique par transistor, par cellule ou même par bloc de N ports. Bien, il est temps de faire quelques éléments de conclusion pour brosser tous les éléments que nous avons décrits ensemble pour cette partie de cours sur les transistors MOSFET. Nous avons décrit d'abord les structures des transistors MOSFET en définissant les natures de semi-conducteurs, avec l'influence du dopage suivant des zones précises pour définir les diffusions de sources de drain de zones actives et la grille, notamment en termes de dopage NAND pour le substrat et les diffusions P+, N+, pour les sources et drains. Nous avons décrit ensemble les modes opératoires et la schématique relative au fonctionnement digital et analogique. On a distingué les transistors NMOS de géométrie donnée, ainsi que les transistors PMOS de géométrie donnée que l'on a indicés.
jusqu'au fonctionnement de la cellule CMOS de type inverseur dont on a encore discuté dans le transparent précédent. Nous avons obtenu les caractéristiques principales qui ont été décrites en détail, notamment sur le courant de drain, en fonction des deux polarisations principales qui sont VGS et VDS, notamment en termes d'interrupteurs, c'est-à-dire du mode off vers le mode on et inversement, et en distinguant les caractéristiques réelles par rapport au cas idéal. Nous avons ensuite détaillé les courbes en courant du mode linéaire, c'est-à-dire à faible VDS quand VGS est la variable, puis en mode saturé quand VDS devient la variable et VGS une variable 2, sachant que le mode saturé étant caractérisé pour VDS supérieur ou égal à VDSAT qui a été défini précédemment. Finalement, nous avons rebouclé par rapport à l'introduction de cet exposé en donnant les notions de puissance statique DC et dynamique AC qui peuvent être calculées maintenant par porte ou par bloc de N portes. Finalement, nous avons obtenu tous les paramètres de base essentiels qui sont utilisés dans les premiers modèles SPICE que tout designer et concepteur de technologies numériques utilise dans sa librairie, avec les premiers modèles du transistor NMOS et PMOS, en définissant les tensions de seuil, VTN, VTP, les gains en transconductance et conductance, la résistance de sortie R0, ainsi que le terme de modulation longueur effective lambda, et la tension early VA correspondante au fonctionnement du bipolaire en analogique. Ceci nous a permis d'obtenir les premiers schémas petit signal à l'aide de ces gains, notamment pour passer au fonctionnement digital et notamment pour voir les caractéristiques en termes d'amplificateur pour le transistor NMOS. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce cours qui vous introduit à l'utilisation à la fois des technologies CMOS et donc des transistors MOSFET pour l'analogique mais également pour le numérique et qui a été le principal facteur d'intégration et d'industrialisation des circuits intégrés que vous utilisez tous les jours maintenant, notamment dans vos téléphones portables. Et comme point final de ce cours, je vous ai mis ici le résumé des principaux termes que nous avons décrits dans ce cours et que je vous ai fait découvrir pour l'analyse et la compréhension du fonctionnement des transistors MOSFET jusqu'aux cellules avec les premiers modèles et les premiers paramètres de base, notamment en termes de structure, avec tous les dénominations ci-après, ainsi que pour tout ce qui est les caractéristiques et les différents modèles que nous avons décrits jusqu'au modèle petit signal.